Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va aborder un sujet sensible, mais vraiment essentiel, la stigmatisation. Oui, un sujet central. Il y a quelque temps, on avait exploré l'autostigmatisation. Exactement, c'est-à-dire le processus par lequel une personne finit par intérioriser les préjugés qui l'entourent. C'est ça. On avait regardé l'écho en quelque sorte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la source du son. J'aime beaucoup l'image. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer ce qu'est la stigmatisation publique. Qu'est-ce que c'est précisément? Comment ça se manifeste pour les enfants et les adultes avec un TDAH? Et surtout, comment on peut la combattre, individuellement et puis aussi collectivement. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur les termes. La stigmatisation, ce n'est pas juste une mauvaise opinion, j'imagine. En 3 temps. D'accord. Une machine en 3 étapes. La première, ce serait quoi? Les idées reçues. C'est exactement ça. La première étape, ce sont les stéréotypes. Des croyances négatives très simplistes. Par exemple, l'idée que les personnes avec un TDAH sont paresseuses. Le cliché facile en somme. Voilà. C'est une étiquette qu'on colle sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. D'accord. Et une fois que ce stéréotype est en place dans la tête des gens, j'imagine que ça déclenche quelque chose. Oui. Et c'est la deuxième étape. Les préjugés. Le stéréotype, qui est une croyance, une idée, il déclenche une réaction émotionnelle négative. C'est-à-dire, si on pense que quelqu'un est paresseux par choix, on ne va pas ressentir de l'empathie. On va plutôt ressentir de l'agacement, de la méfiance. De la frustration, peut-être. Exactement. C'est la réaction émotionnelle qui prend le dessus. Donc on a une idée simpliste qui génère une émotion négative. Et la troisième étape, c'est quand tout ça se transforme en action, j'imagine. C'est là que la boucle est bouclée. La troisième étape, c'est la discrimination. C'est le comportement injuste qui découle du préjugé. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Plein. Ça peut être subtil, comme éviter une personne, ne pas inviter un enfant à un anniversaire, ou beaucoup plus direct, un refus d'emploi, une exclusion. C'est cette chaîne stéréotype, préjugés, discrimination qui forme le cœur de la stigmatisation. C'est très clair. Et on a l'impression que le TDAH est particulièrement exposé à ce mécanisme. Pourquoi? C'est une très bonne question. Ça vient en grande partie de la nature même des symptômes des TDAH. L'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Ce sont des choses qui se voient. Voilà, ce sont des comportements qu'on appelle externalisés. Ils sont visibles. Et comme le montraient des chercheurs comme Massure en 2019, le problème, c'est que les gens ne les interprètent pas comme des symptômes. Ils les voient comme des défauts de caractère. C'est ça. Pas comme un trouble neurodéveloppemental, mais comme de la paresse, de l'impolitesse, un manque de volonté. On ne voit pas la cause, on ne voit que le comportement qui dérange. Et ça nourrit directement les stéréotypes les plus courants. Un des plus durs, c'est la culpabilisation. Une étude de Coleman en 2009 a montré un truc assez terrible. Qu'est-ce qu'elle a montré? Que beaucoup d'enfants pensent que leurs camarades avec un TDAH sont responsables de leur état. Que c'est juste un manque d'effort de leur part. C'est dévastateur, cette idée de manque d'effort. Parce que ça nie complètement la nature du trouble. Absolument. Et ça peut même aller plus loin, jusqu'au déni total du trouble. L'idée que le TDAH n'existe pas, que c'est une excuse. Oui, une excuse pour un mauvais comportement. Ou, comme le rapportait Furmayer en 2012, l'idée que c'est une invention des compagnies pharmaceutiques. Ça invalide complètement le vécu des personnes. Il y a aussi un autre stéréotype plus subtil que les sources mettent en avant, c'est l'image qu'on se fait du TDAH. Ah oui, l'image d'Épinal du jeune garçon hyperactif. C'est ça, toujours un garçon et toujours très agité. Tout à fait. Et les travaux de Godfrey en 2021 le montrent bien. Cette vision est hyper réductrice. Et ça a des conséquences énormes. Parce que ça invisibilise tous les autres. Exactement. Ça rend la reconnaissance du TDAH beaucoup plus difficile chez les adultes, chez les filles, ou dans ces formes où c'est surtout l'inattention qui domine. C'est moins spectaculaire, mais tout aussi invalidant. On voit bien comment ces stéréotypes s'installent. Mais concrètement, dans les relations de tous les jours, comment ça se traduit? Une des premières manifestations, c'est ce qu'on appelle la distance sociale. La distance sociale. C'est le désir d'éviter de garder ses distances avec une personne. Une étude de Canu en 2008 a montré que des étudiants préféraient se tenir à l'écart d'une personne présentée avec un TDAH beaucoup plus qu'avec une personne ayant de l'asthme. Le trouble mental fait plus peur en quelque sorte. Il pousse à l'évitement. Et ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Ah oui. Une étude plus ancienne, mais vraiment fondatrice, de Perham et Bender en 1982, a montré que ce rejet pouvait s'installer en moins de 30 minutes d'interaction. 30 minutes. C'est glacial.
c'est brutalement rapide. Et ça peut vite dériver vers de l'exclusion, voire du harcèlement, comme le montrent des études plus récentes sur les adolescents. Et ce n'est pas seulement la personne diagnostiquée qui est touchée, n'est-ce pas? Ça rejaillit sur l'entourage. Oui, c'est la stigmatisation par association. C'est un point très important. Les familles sont en première ligne. Les parents surtout. Les parents, oui. Des chercheurs comme Koro Ljungberg et Bussing décrivent très bien comment ils se sentent jugés, blâmés pour le comportement de leur enfant. Ils se sentent exclus par les autres parents, parfois même par leur propre famille. On leur renvoie l'image qu'ils sont de mauvais parents. C'est une charge terrible. Et ce phénomène, on le retrouve aussi au niveau des institutions. C'est la stigmatisation structurelle. C'est-à-dire, C'est quand la stigmatisation est intégrée dans le système lui-même, à l'école par exemple. Une étude de Bicêtre en 2021 a montré que des enseignants, souvent sans en rendre compte, peuvent avoir des attentes plus faibles envers un élève avec un TDAH. donc, à travail égal, il sera jugé plus sévèrement. C'est ça, le système est biaisé contre lui dès le départ. Et on retrouve la même chose dans le monde du travail. Là, l'impact est très concret, j'imagine. Très. Une étude de HYSP en 2016 a fait une expérience toute simple, envoyer des CV identiques mais en ajoutant sur certains la mention d'un trouble de santé mentale. Et le résultat? Le résultat est sans appel. Beaucoup moins de rappels pour un entretien. La porte se ferme avant même d'avoir pu essayer de l'ouvrir. C'est un tableau assez sombre. Ça va même jusqu'à toucher le système de santé. Malheureusement, oui. Les soignants font partie de la société, ils peuvent avoir les mêmes préjugés. Et comme le montrait une étude de Canville en 2020, ça peut mener à une mauvaise qualité de soins parce que le patient ne se sent pas écouté, pas cru. Et j'imagine que la conséquence principale de tout ça, c'est que les gens n'osent plus demander d'aide. C'est le plus grave. Une grande revue de la littérature de Gulliver en 2010 a montré que la peur d'être étiqueté est l'un des plus grands freins à la recherche d'aide. On préfère rester seul avec ses difficultés plutôt que d'affronter le jugement. Exactement. Et comme on l'avait vu dans notre discussion sur l'autostigmatisation, à force de subir ces jugements, on finit par y croire soi-même, l'estime de soi chute, l'anxiété augmente, c'est un vrai cercle vicieux. D'accord. Le constat est assez lourd, hein? Mais on va pas en rester là. Les recherches proposent aussi des pistes de solutions. Par quoi on peut commencer? À un niveau individuel, familial? Le point de départ, la base de tout, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est-à-dire, C'est-à-dire bien comprendre le TDAH, sa nature neurodéveloppementale, son fonctionnement. C'est le meilleur outil pour déconstruire les mythes, pour pouvoir répondre aux idées fausses avec des faits. ça remet de connaissance en quelque sorte? C'est ça. Et le deuxième pilier, c'est de briser l'isolement. Chercher du soutien. Absolument, rejoindre des groupes de parole, des associations. Une analyse de Burke en 2018 a montré que le soutien par les pairs, le simple fait de parler à des gens qui vivent la même chose, c'est extrêmement puissant. On se sent moins seul et on partage des stratégies. Et il y a une troisième piste qui est plus un changement de regard. Oui, c'est l'approche basée sur les forces. L'idée, c'est de ne pas voir la personne uniquement à travers ses difficultés, mais de chercher activement de nommer, de valoriser ses talents, ses réussites. Construire un récit personnel plus positif. Exactement. Ça agit comme un bouclier contre les jugements extérieurs. Ces actions individuelles sont cruciales, mais pour changer le système, il faut agir à plus grande échelle. Que disent les recherches là-dessus? Alors, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les campagnes de sensibilisation. C'est utile, mais il faut être prudent. Ah oui, pourquoi ça? Informer les gens, c'est toujours bien, non? Pas si simple. Une étude très étonnante, menée au Liban par AGI, a montré qu'une meilleure connaissance des symptômes pouvait parfois être associée à plus de stigmatisation. Attendez, comment c'est possible? Plus on en sait, plus on juge. C'est complètement contre-intuitif? Ça l'est. Mais leur conclusion, c'est que tout dépend de la manière dont on présente l'information. Si on ne parle que des problèmes, des déficits, on peut renforcer l'idée que c'est une population à problème. Il faut donc une approche équilibrée. Voilà. Parler des défis, mais aussi des forces, de l'humanité derrière le trouble. C'est une nuance fondamentale. Au-delà du grand public, la formation de certains professionnels est aussi une clé. Oui, la formation des enseignants, des médecins, des psychologues, c'est impératif comme le souligne Visser. Ils doivent être mieux formés pour reconnaître le TDAH sous toutes ses formes et adopter une posture aidante, pas jugeante. Et enfin, il y a une stratégie qui semble faire consensus sur son efficacité. Oui, et de nombreux travaux comme ceux de Thornycroft le confirment. La méthode la plus puissante pour réduire les préjugés, c'est le contact direct. La rencontre. La rencontre, l'échange, le dialogue avec des personnes concernées. Mettre un visage,
une histoire sur une étiquette. C'est ça le véritable antidote aux stéréotypes. Pour conclure, on pourrait dire que la stigmatisation n'est pas juste une opinion, c'est un vrai système de préjugés avec des conséquences très concrètes. Oui, mais elle n'est pas une fatalité. Elle se nourrit de l'ignorance, mais elle recule face à la connaissance, au contact humain. En tant que parents, proches ou personnes concernées, il y a donc des leviers d'action. S'informer, éduquer, chercher du soutien, valoriser les forces. Ce sont des actions concrètes et puissantes. Et le plus important, c'est de ne pas rester seul face à ces difficultés. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pauloutisme. Et pour finir, ça me laisse avec une réflexion. On a vu que le contact direct est l'outil le plus puissant. On pense souvent que ce sont les personnes concernées qui doivent prendre la parole pour éduquer les autres. Mais si l'arme la plus efficace, c'était quand une personne non concernée, mais bien informée, prenait la défense de l'autre dans une conversation. Et si le vrai changement commençait, non pas par se défendre soi-même, mais par défendre les autres. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Hélier pour la Fondation Pauloutisme. Prenez soin de vous, à bientôt.